tous d'abord, heureux de vous voir. Donc on a souhaité que ça se passe de façon la plus voilà, interactive possible, donc je vais un petit peu faire un résumé de où je suis, de ce que j'aime et pourquoi je fais ce que je fais. Et puis ensuite on parlera d'art évidemment, et ensuite avec notre ami et collègue peintre, voilà, musique, peinture, l'interactivité des arts et ce que ça représente. Bon, moi je suis notre ami pianiste et compositeur, je viens d'une famille de non-musiciens, donc vraiment personne dans la famille qui avait fait du piano ou d'un autre instrument avant moi, et j'ai su, après 6 ans et demi, j'ai voulu être pianiste, et mes parents m'ont redit des années après, à 6 ans et demi, tu nous as dit, tu n'as pas dit je veux faire du piano, tu nous as dit je veux être pianiste. Donc je ne sais pas si c'est prédestination ou quoi, mais voilà, enfin apparemment j'avais reçu, quand j'avais 2 ans, à peu près un petit cadeau de Noël, un piano d'une octave, les petits jeux en bois de l'époque, et j'étais tout le temps sur ce jeu-là, donc c'est peut-être ce qui m'a inspiré. En tout cas, je savais dès le départ que c'est ce que je voulais faire. Alors ensuite, bon, j'ai travaillé, j'ai commencé l'instrument, je suis rentré au conservatoire de Boulogne, parce que je suis né à Boulogne, Boulogne-sur-Seine. J'ai fait mon cycle, j'ai eu tous mes premiers prix, piano, musique de chambre, etc. Et puis là, j'ai eu la chance d'être repéré par un grand pianiste américain, qui est Baron Janis, qui est entre parenthèses, qui est le gendre de l'acteur Gary Cooper, mais enfin c'est surtout un des plus grands pianistes de son temps. Et j'ai vécu à New York pendant plusieurs années. À l'âge de 15 ans, il m'a proposé de venir chez lui à New York, donc c'était une expérience assez géniale, et ça a été mon papa spirituel, mon père musical, voilà, et j'ai commencé ma carrière aux États-Unis. D'ailleurs, entre parenthèses, je pense que si je n'avais pas donné mes premiers concerts aux États-Unis, connaissant un peu le monde musical en France, j'aurais jamais sans doute donné un concert ici, parce que ça c'est très français, il faut toujours faire ses preuves ailleurs, hein, ça, il y a un côté assez snob en France. J'aurais pu jouer de la même façon et rester en France, j'aurais sans doute attendu assez longtemps avant de jouer. Enfin, voilà. Donc c'est pas que je sois pro-américain, c'est pas trop mon truc, mais il faut admettre que la vie musicale là-bas est assez ouverte. Je sais pas ce que notre ami me dira tout à l'heure sur la peinture, mais en ce qui concerne la musique, on peut dire qu'on est quand même assez fermé en France, c'est-à-dire on aime bien spécialiser les gens, leur coller des étiquettes dans tout. Alors déjà, moi je suis pianiste-compositeur, alors pianiste et compositeur, mais qu'est-ce que c'est? Enfin bon, la plupart du temps, on attend des jeunes musiciens qui choisissent un instrument, un répertoire, et qui n'en bougent pas pour être bien définissables. Vous voyez, comme on dit, Gould, c'est l'interprète de Bach, Brendel, c'est Beethoven, voilà. Et alors que dans des pays comme les États-Unis ou le Japon, pour le coup, les gens sont quand même assez éclectiques, et on s'intéresse justement à la diversité du répertoire d'un musicien. Enfin donc voilà, j'ai fait mes premiers concerts à New York, je suis revenu en France après, donc j'ai signé un contrat avec Philips, j'ai fait mes premiers disques, mes premiers concerts en France à 16 ans, à Liavo, Théâtre des Champs-Élysées, et j'ai joué donc pendant plusieurs années, et ensuite j'ai fait une pause de 2 ans pour composer, parce que je sentais vraiment compositeur, et il me fallait assez de temps pour pouvoir commencer à écrire mes œuvres qui ont été éditées. Et au bout de 2 ans, j'ai repris les 2 activités ensemble. Voilà. Et puis j'ai été professeur à l'École normale de musique de Paris pendant 10 ans. Et maintenant, je vis la moitié du temps en Turquie, d'ailleurs de plus en plus. Et je joue davantage, effectivement, en Turquie, en Italie, au Japon, qu'en France, pour des raisons, alors justement, c'est un peu le titre de la conférence, l'art et la politique, pour avoir disons, des opinions qui ne sont pas à la mode sous un régime socialiste. Il est certain que l'art étant quand même lié ici au ministère de la Culture et au gouvernement, il est sûr que j'ai plus de possibilités depuis quelques années de jouer à l'étranger que de jouer en France. Voilà. Mais enfin, je me sens très bien comme ça, et je continue donc à enregistrer, à donner des concerts, à faire des disques le plus librement possible. Voilà, ça c'est pour juste un peu résumer les choses. Alors, est-ce que l'art, c'est de définir le beau? Je dirais qu'à mon avis, c'est définir tout ce que l'âme humaine peut ressentir, et qui, en tout cas pour la musique,
qui a du mal à se traduire par des mots. Donc bien sûr, l'art est censé définir le beau, mais pas seulement le beau. Je crois qu'il est censé refléter tous les sentiments de l'âme humaine. Ça peut être la peur, la colère, le plaisir, des couleurs, ça peut être plein de choses. Et voilà, et surtout ce qui est formidable dans la musique ou dans la peinture, c'est que contrairement à la littérature, évidemment il n'y a pas de mots, donc on n'impose pas quelque chose et chacun est libre de le réinterpréter, de le prendre à sa manière. D'ailleurs, il y a beaucoup de liens entre la musique et la peinture, parce qu'on a des peintres qui ont été inspirés par des musiciens, comme Delacroix avec Chopin, et des compositeurs inspirés par les peintres, comme Moussorgsky par exemple, les tableaux d'une exposition avec Hartmann. Donc effectivement, il y a une interaction. Scriabine, grand compositeur russe qui s'est passionné pour la théorie des couleurs. Enfin, on voit qu'il y a quand même une interaction dans les arts. Franz Liszt, grand compositeur hongrois, a écrit à peu près 90% de son œuvre d'après une inspiration soit littéraire, soit poétique, soit de la peinture, de la sculpture, voilà. Et c'est pas un cas unique, évidemment. Donc voilà, alors maintenant, je préfère vous laisser directement orienter les choses comme vous le souhaitez en posant des questions. Je pense que ça sera plus intéressant. Et puis je vous répondrai comme je le peux. Est-ce que vous avez des questions à poser sur un sujet que vous voudriez voir traité plus qu'un autre? Ou alors je continue comme ça. Oui, oui, donc mettre les pieds dans le plat, on en parlait tout à l'heure. Hein, donc à quel point les lobbies contrôlent le milieu artistique, notamment en France, peut-être ailleurs, puisque tu connais le paysage artistique américain, turc. Voilà. Oui, alors là, effectivement, ce qu'on appelle mettre les pieds dans le plat, alors la musique en France est totalement contrôlée par la politique. Alors à 100%, hein, ça va de l'enseignement dans les conservatoires jusqu'à évidemment les concerts, etc. Surtout sous un régime socialiste, on va dire. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a quand même, le Parti socialiste est très doué pour ça depuis des décennies. Il y a une mainmise sur la culture avec les conseils généraux, etc. Donc de toute manière, l'artiste est forcément politisé de gré ou de force, parce que soit il collabore à ce système-là, hein, et collaborer, c'est donc voilà, aller dans leur sens, essayer de se faire bien voir, etc., pour pouvoir jouer, soit si on n'est pas de leur avis, on est instantanément bloqué. Voilà, donc moi je fais partie des gens avec un ami qui vient de mourir, Georges Prête, qui est un grand chef d'orchestre. Je fais partie des gens qui ont été boycottés par ces gens-là pour avoir des idées politiques incorrectes, ou simplement des amitiés incorrectes. Par exemple, d'être ami avec Bruno Gollnisch ne plaît pas aux socialistes, qui vous font interdire de concerts, qui font pression même sur des salles ou sur des organisateurs qui veulent vous inviter. Comme ils ont la mainmise non seulement sur toutes les subventions, mais aussi sur le reste, il y a une véritable chasse à l'homme dès lors que vous n'êtes pas de leur côté, même sans être dans la provocation. Je ne suis pas en ce moment adhérent d'un parti politique précis et j'ai autre chose à faire, mais simplement ne pas rentrer dans le système, ne pas accepter de cracher à la figure de certains de ses amis pour se faire bien voir, ne pas jouer le jeu de hypocrite habituel, ça ne pardonne pas. Et c'est vrai que c'est vraiment typique en France. Il y a toujours eu des rapports entre la politique et les arts, mais franchement, en France, c'est absolument effrayant. Et surtout, en effet, parce que bon, Sarkozy, c'était pas génial, mais je crois qu'ils se fichaient tous un petit peu de la culture, donc ils ne se mêlaient pas trop de ça, ça les gênait pas trop. Disons que sous un gouvernement socialiste, soit vous en êtes, soit vous n'en êtes pas, ça c'est clair. Et effectivement, il y a d'autres musiciens qui en ont souffert, enfin, d'autant plus ceux qui ont des amis qui ne font pas partie de... Voilà. Déjà, avoir des amis de la droite classique pour le gouvernement socialiste, c'est très mauvais, mais alors, évidemment, quand il s'agit de ce qu'ils appellent l'extrême droite, là, c'est pire. Donc, effectivement, ils ont tout un arsenal de mesures hein, pour soit mettre un artiste en avant, soit le bloquer. Bon, il y a évidemment tout simplement les coups de téléphone, hein, le ministre de la Culture n'a aucun pouvoir, tout ça vient du Premier ministre
alors, du prive, de ce que vous voulez, enfin bon, un coup de téléphone et c'est parti, les ministres de la Culture font ce qu'on leur dit de faire. Alors pour récompenser les gens qui vont dans leur sens, ils ont l'arsenal des médailles, ils ont l'arsenal de voilà, passer un coup de fil et de dire voilà, il va jouer là, etc. Et puis alors vous courbez, vous vous mettez à genoux, vous acceptez tout ça, donc vous êtes dans la collaboration, ou alors vous ne supportez pas et vous le dites, et alors à partir du moment où vous le dites, là c'est immédiat. Donc moi en fait j'étais pas vraiment dans la politique, mais simplement par amitié, j'avais soutenu Dieudonné à l'époque, enfin en 2004, je dis bien en 2004, hein, bien avant tout ce qui a pu se passer, mais juste après son sketch chez Fogiel. À l'époque j'étais en train d'enregistrer avec mon ami Daniel Prévost, qui est un grand copain de Dieudonné. Moi à l'époque je ne le connaissais pas personnellement, on s'est connus plus tard, mais donc j'avais simplement dit à la presse, enfin je trouve scandaleux ce qui arrive, voilà, il faut le laisser s'exprimer. On a tous été, mais alors dès le lendemain, je veux dire, ça a commencé tout de suite, hein, ça a été immédiat, et c'est vraiment un truc qui est devenu au fond historique, parce que c'est là où on a vu les limites de la liberté d'expression. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas eu encore tout ce qui s'est passé après, il n'y avait pas eu Florisson, il n'y avait pas eu tout ça, hein, c'était un sketch sur un colon israélien. Et ça a été d'une brutalité inouïe, donc tous ceux qui ne lui ont pas craché à la figure s'en sont pris, pour le coup, plein la figure aussi, et ça n'a jamais cessé depuis. Si vous voulez, ce n'est pas des gens qui oublient. Bon, voilà, donc c'était pas encore le gouvernement socialiste, ça n'a fait qu'empirer après. Voilà, donc effectivement, la liberté de l'artiste, c'est comme tout, ça existe, mais ça se paye souvent cher. Enfin, il n'y a pas que la France, et puis quand on est musicien, on peut jouer ailleurs, et c'est bien ce que je fais. Enfin, je continue à faire des disques, parfois ici, mais c'est vrai que depuis... il y a une dizaine d'années, je faisais les couvertures des magazines de musique, de piano, d'autres choses. Maintenant, un journaliste d'un magazine important qui appartient à tel ou tel actionnaire et qui oserait faire 2 pages sur moi se ferait lapider, quoi. Enfin, en gros, c'est comme ça que ça se passe, hein. Ils ont leur liste. Hein. On parlait de la liste de Cohen, mais il n'y a pas que Cohen. Et on est tous un peu dans le même... voilà, tous les gens qui refusent, parce qu'en plus ce sont des gens qui vous donnent, enfin, vous dites, vous savez, vous pouvez toujours cracher à la figure de vos amis, c'est rattrapable, hein, enfin, voilà, et quand vous dites non, mais ça, jamais, alors là, c'est définitif, et on voit, ça a failli arriver d'ailleurs aussi à Alexandre Astier, mine de rien, mais il n'est pas allé trop loin, mais je veux dire, toute personne aujourd'hui, c'est le mot de passe, vous savez, c'est comme les codes maçonniques, Soral, salaud, Dieudonné, enculé, voilà, pardon, mais enfin, voilà, si vous ne donnez pas le mot de passe, les médias vous bloquent. Et même si vous n'avez pas envie de parler de ça, on va vous mettre sur le tapis, on va essayer de vous obliger à cracher à la figure des gens que vous aimez bien, parce que c'est voilà, il faut passer par là aujourd'hui, et c'est pour ça que ceux qui ne veulent pas passer par là font leur carrière d'une manière parallèle, et puis se débrouillent comme ça. C'est vrai que on est très loin de l'idée de la France des Lumières et de la liberté d'expression, surtout en ce moment. Oui. Ouais, du coup, est-ce que tu pourrais répondre à la même question, peut-être à un échelon plus local, peut-être te présenter d'abord et alors déjà, répondre à la même question. C'est avec grand plaisir que je suis face à vous. J'attendais ce moment depuis tant d'années. Je remercie Stéphane. C'est un vrai plaisir d'être en sa compagnie. Et de même. Plaisir est partagé. Je dirais que mon parcours, moi, est un peu différent, atypique. Hein. Tout a commencé il y a 43 ans. J'étais installé dans un fauteuil. Et mon père reçoit en cadeau un disque à vinyle, à 33 tours, à l'époque. Heureusement, le CD n'existait pas. Et je me revois, je dois avoir 12-13 ans à l'époque. Je vois le bras du phono effleurer la surface du disque et retentit une musique extraordinaire qui provoque en moi une diffusion de mon âme et qui me porte au plus haut niveau. Un miracle. J'ignorais que j'étais en train d'écouter les 4 saisons de Vivaldi. Cette musique, il y a 43 ans, venant d'un milieu ouvrier, populaire, imaginez-vous, le fils de la maison qui était destiné à travailler en usine est pris de passion pour la musique. Je n'ai pas reçu cette donnée venant d'en haut uniquement, ni par éducation,
ça a effleuré mon âme. Et à partir de ce moment, j'ai vite compris que je devrais lutter à la fois contre le système, mais aussi contre mon propre milieu. Car quand vous n'êtes pas né dans ce milieu élitiste, il faut plutôt avoir des relations que du talent. Et à partir de cette passion aussi pour l'astronomie, très jeune passionné d'astronomie, de sciences, j'ai eu aussi la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait découvrir que la culture, c'était universel. La découverte de vieux livres, de beaux meubles, d'œuvres magistrales. Tout cela a fait de moi, en fin de compte, le combattant que je suis devenu. Je l'ignorais bien sûr à l'époque, là seulement que je le découvre, il n'est jamais trop tard. Et depuis maintenant 35 ans, je porte un regard émerveillé devant la beauté de la nature. Pour moi, l'harmonie, c'est certainement la chose la plus importante pour l'homme. L'harmonie orchestre la marche lumineuse de l'esprit de l'homme vers son devenir. Et d'avoir cette chance que la nature m'ait donné cette possibilité de pouvoir contempler ce monde et de tirer cette vision politique que j'ai du monde. J'ose le dire, je remercie Dieu de m'avoir donné cette petite chance en fin de compte. Et puis, les années passèrent et puis j'ai fait la rencontre d'un enseignant qui était aussi passionné de peinture, il était lui-même peintre, et j'ai compris qu'il était de mon devoir, en tant que futur artiste, de me servir de l'art comme d'un combat, de devoir révéler à ceux qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir découvrir ces sensations, de porter ce message le plus loin possible. J'ai eu la chance, ou la malchance, d'intervenir en milieu scolaire, où je n'ai pas été déçu, où j'ai vite fait de prendre conscience que d'enseigner, que ce soit la musique ou les arts appliqués, c'était devenu presque un défaut, une honte. J'ai pu me rendre compte de la pauvreté et du manque de culture d'un certain nombre d'enseignants. Je ne leur jette pas l'opprobre. Ils ont été eux-mêmes victimes de ce système, de cette propagande, on va dire 68arde, libéral et libertaire. Et je crois que c'est surtout à partir de cette époque que la France va payer le prix fort. Il y a environ 200 ans, on a coupé la tête du roi de France, et symbole très fort, couper la tête à quelqu'un. En mai 68, on va couper la tête du peuple français. Et à partir de cette époque, ce pays va devenir un pays totalement débauché, où la culture n'a plus sa place. D'ailleurs, le libertinage est devenu une vertu dans notre pays. C'est vrai que la cacographie et la pornographie, qui se veulent de modes d'expression contemporaine, selon certaines personnes, même selon un certain ministre à l'époque, n'apportent en aucune manière une idée de la beauté, de l'harmonie et de l'élévation de l'esprit de l'homme, et qui furent jusque-là l'empreinte, la référence de l'œuvre d'art. Satan doit avoir sa petite idée sur le sujet. Donc voilà un petit peu cette expérience que j'ai pu acquérir au cours de ma vie. Et maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est porter ce message auprès de la jeunesse. Une jeunesse qui va très mal. J'ai pu me rendre compte dans mes interventions scolaires. C'est vrai que j'y suis allé non pas pour faire fortune ou faire carrière. Vous savez, payer à 9 € de l'heure pendant 8 ans. Les enfants à l'époque m'avaient demandé de manger avec eux à la cantine pour pouvoir poursuivre ma pédagogie. Et je les en remercie. Ça devait me coûter 4,50 €, je crois qu'il devait me rester 3 €. Donc j'achetais mes fruits, mes légumes pour composer mes sujets. Enfin, je faisais du bénévolat. J'ai pas regretté. Parce que franchement, j'ai découvert l'hypocrisie qui règne dans ce système. Or, je ne dis pas que tous les enseignants, certains font preuve de courage, se battent, comme certains parents d'élèves, comme certains chefs d'établissement, mais
sont devenus vraiment une minorité. Et pendant 8 ans, j'ai mené un combat difficile, hein, parce que vous savez, on a tout fait pour me détruire. D'ailleurs, on a fini par me mettre à la porte parce que je dérangeais ce microsystème. Et pour anecdote, et après on prendra le thème des questions, je pense, hein, parce que j'aime pas trop parler de moi, je me souviens de cette prof d'art plastique qui m'arrête dans la cour et me pose la question suivante. Mais pourquoi les enfants vous apprécient autant? J'ai trouvé cette question incongrue. Je n'ai pas attendu 2 secondes, et puis je lui ai même dit, écoutez, vous me posez une question, vous pouvez même m'en poser 3 pour le prix d'une. Mais je lui ai dit, bah, écoutez, madame, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi les enfants vous détestent à ce point? Elle m'a tourné le dos. Je n'ai jamais vu ce sourire radieux, à nouveau, et j'ai compris que mes ennuis allaient commencer. Donc j'ai été victime d'ostracisme, quasiment d'insultes, de menaces, parce que je défendais l'honneur de notre jeunesse et j'essayais de les amener à réfléchir sur la notion du beau, du respect et de l'harmonie. Et il est vrai que il est important, je crois, et je pense que le vrai chantier du futur président, de la future présidente, ça sera de nettoyer et de balayer tous les imposteurs qui se trouvent dans l'enseignement. Il va falloir au moins 2 ou 3 décennies au minimum. Et c'est pour ça que nous menons ce combat avec fierté, avec courage, faisant preuve d'abnégation, pour pouvoir porter ce message haut et fort. Donc voilà un petit peu la présentation du peintre que je suis, ou de l'artisan d'art plutôt. Il faut rester humble devant les choses. Et je crois que c'est vraiment porteur d'un message d'espoir. Donc, je pense qu'avec Stéphane, nous serons heureux de partager avec vous vos questions. Alors bien sûr, moi je ne prétends pas avoir la science infuse comme beaucoup de gens qui passent leur temps sur le plateau de télévision. Je ne suis ni inventeur, ni un habile parleur, ni un homme qui fait étalage de ses connaissances souvent envié par la foule. Je suis un homme simple, qui se fie à lui-même et qui est fier de son histoire, de son patrimoine que je porte en moi. Et j'espère qu'autour de ces questions, eh bien, on va pouvoir avancer et puis peut-être rejoindre un futur mouvement Pinceau debout. Ça peut être une solution, Pinceau debout. C'est toujours plus intéressant que Nuit debout. Oui, oui, encore que la nuit porte conseil. Mais moi j'aime bien le jour aussi parce que, étant dans l'ombre, j'aime aussi la lumière. Donc voilà, bon, on va essayer de répondre à toutes vos questions. J'avais une petite. On a mis une grande. Hein. Une grande. Si c'est possible, je ne sais pas, une fois, c'est vous qui parliez du frac, ou de la frac, je ne sais pas si on peut en parler. Ah oui, avec plaisir. Et parallèlement, si Stéphane Pinot pouvait trouver une équivalence dans la musique à ce qu'est le frac en région ou ailleurs pour la contemporaine, ça serait intéressant. Alors, écoutez, il existe, comme vous le savez tous, je pense que je m'adresse à un public initié. Vous avez d'un côté le frac et le système du 1%. On pourra peut-être revenir sur le système du 1% au niveau des artistes, parce que ça vaut son pesant de caca. Alors, au niveau du frac, écoutez, moi personnellement, en tant qu'artiste, je suis quelqu'un de très tolérant. En ce qui me concerne, je considère que tous les goûts sont dans la nature. Ça va de l'ambroisie au caca inclus. Chacun est libre de faire son choix. Moi, je préfère le parfum de la rose. Bon. Alors, le frac existe. Pourquoi pas? On peut l'accepter. Parfois, malheureusement, le frac rime avec fric et froc. Car souvent, il faut baisser son froc. Moi, je serais plutôt de ceux qui tolèrent que des gens aient envie de s'exprimer de cette façon-là. Peu importe si c'est leur plaisir, si c'est une suite logique dans leur évolution. Moi, je réclame la création d'un FRAF, d'un Front régional d'art figuratif, et qu'on puisse partager les subventions du ministère de la Culture, qu'on puisse donner la chance à des artistes locaux qui ont certainement beaucoup de choses à démontrer, et qui portent sur leurs épaules 1500 ans d'histoire, je dirais même jusqu'à 35 000 ans d'histoire, parce que n'oublions pas l'art pariétal.
qui est le début de l'art figuratif de la représentation. Alors, les FRAC sont financés à hauteur de budget important, encore qu'on a coupé dans la tranche budgétaire parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire les économies. Hein. Mais voilà, pour certaines choses, je trouve qu'il y a vraiment des scandales à dénoncer. Je ne suis pas contre l'art contemporain. D'ailleurs, Stéphane et moi sommes des artistes contemporains. Nous sommes toujours vivants. Pour combien de temps, j'en sais rien, mais nous sommes toujours vivants. Nous sommes des artistes modernes. Je n'ai rien contre la vision moderne. Mais, en ce qui me concerne, je suis un artiste indo-européen. Je m'exprime par la figuration. Et je le ferai jusqu'au bout de ma vie. Et je trouve dommage que l'on finance une élite, une catégorie de gens. Je pense que ces gens-là qui se réclament des droits de l'homme et qui passent leur temps à parler du vivre ensemble, devraient aussi faire preuve de tolérance avec l'appui de leurs amis politiques, pour que chacun d'entre nous puisse s'exprimer librement dans ce pays, puisque je pense que nous sommes dans une république où on a tous le droit d'exister. Parfois j'en doute. C'est tout ce que je réclame, moi, personnellement. C'est le partage. Vraiment, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vécu sur 1 centime de subvention. Je me débrouille avec les moyens qui sont les miens. Mais par contre, j'ai une arme redoutable. C'est la culture, c'est la connaissance et c'est mon expérience. Alors, vous me demandiez s'il y avait un équivalent. Bon, déjà, il faut savoir, alors, pareil, moi j'ai écrit plus de 300 œuvres qui sont publiées, etc., mais je n'ai jamais eu 1 centime de subvention, donc je peux en parler librement, d'aucun gouvernement, ni de droite ni de gauche, etc. Bon, j'ai jamais demandé non plus, mais enfin, je veux dire, normalement, voilà, de toute façon, on sait bien que ça se passe pas comme ça. Je vais essayer d'expliquer pourquoi aussi. Le monde musical a été, on peut dire, pourri pendant 40 ans par une guerre entre 2 personnalités qui ne pouvaient pas se blairer, qui étaient Marcel Landowski d'un côté et Pierre Boulez de l'autre. Voilà, ça a été... voilà. Et en fait, pendant 40 ans, ces 2 hommes de pouvoir ont réduit bon, ils n'ont pas pu empêcher les autres de composer, mais en fait c'est tout comme. Il fallait être de la secte, de l'un ou de l'autre. Toute indépendance était quasiment impossible. C'est allé jusqu'à la caricature. Donc Marcel Landowski était, bon, a fait des choses bien pour les orchestres de région, etc. Maintenant, bon, c'était un compositeur pas très intéressant, assez mondain, etc. Boulez, lui, est un type beaucoup plus intéressant sur le plan musical, mais en même temps avec un caractère assez épouvantable, et puis qui écrit des choses qui sont quand même parfois assez voilà, difficiles. Simplement, bon, Landowski avait la main mise sur l'académie, sur les beaux-arts, etc. Et Boulez, par le biais de Madame Pompidou à l'époque, avait des financements absolument hallucinants pour l'IRCAM, mais ça se compte en dizaines de millions d'euros. Donc tout s'est réduit à ça, et tous les compositeurs, pendant plus de 40 ans, étaient pris en otage entre cette guerre d'ego. Et voilà. Et donc il fallait choisir son camp, il fallait être landowskien ou boulésien. Bon. Moi j'étais ni l'un ni l'autre. Et donc voilà, ceux qui n'étaient ni d'un côté ni de l'autre ont écrit leur œuvre, ont trouvé ou pas leur public. Et puis voilà, mais je veux dire, tout ce qui était subvention, il fallait être un copain de Landowski ou un copain de Boulez, ou en tout cas, non seulement être un copain, mais il fallait cracher sur l'autre. En plus, enfin, ça a été une ambiance assez épouvantable, hein, tous les compositeurs plus âgés que moi, parce que moi j'étais encore assez jeune, ils ont même commencé avant ma naissance, si vous voulez, mais enfin, je me rappelle dans les années 86, quand j'ai commencé à composer, etc., c'était déjà, ça continuait. Bon. Et maintenant, bon, c'est toujours la même chose, les financements sont politisé, il faut être ami d'un ministre ou autre, enfin voilà, il n'y a aucune... rien ne se passe normalement, on fait en sorte que le moins de gens possible puissent avoir accès à une musique dont on n'a pas donné l'autorisation, c'est vraiment ça qui se passe. Hein. Il y a énormément de compositeurs, d'interprètes qui quittent la France, parce que s'ils ne sont pas dans les bons papiers du pouvoir en place, ils ne verront pas leur musique jouer. Moi, la plupart de mes œuvres ont été créées à l'étranger, je veux dire, par des orchestres hongrois, des orchestres turcs, des orchestres japonais. Voilà, pas une seule fois, le ministère de la Culture aura fait une commande ou même fait jouer voilà, une de mes œuvres pour orchestre. J'ai eu beaucoup de mes œuvres qui ont été jouées par la décision des interprètes eux-mêmes, surtout des pianistes ou des chanteurs ou autres, mais aucune chose d'État. Comme les orchestres, les commandes d'État viennent
évidemment du ministère de la Culture, c'est toujours la même chose, une mafia bien organisée. Et puis le scandale des subventions, je veux dire, on sait que c'est hallucinant. Je veux dire, vous savez, même pour dépasser le classique, parce que finalement, les subventions, c'est des subventions. Pour les jeunes talents, on a remis des sommes incroyables à monsieur Johnny Hallyday. C'est jeune talent, voilà. Non, mais je veux dire, donc on est vraiment fou du monde, voilà, complètement. La Légion d'honneur s'achète. Voilà, oui. Voilà, et alors en plus, Légion d'honneur sous Hollande ou Sarkozy, enfin bref, tout merci pour nos poilus et ceux qui ont versé leur sang pour défendre ce pays. Hein. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à force, de toute façon, maintenant on remet la Légion d'honneur au prince de l'Arabie Saoudite, qui préside aussi les droits de l'homme d'ailleurs, hein, donc voilà, tout est possible, hein. Et Israël pour la lutte contre la colonisation. Voilà, donc c'est la France d'aujourd'hui. Donc tout se passe comme ça, effectivement. Et en plus, il y a vraiment quelque chose d'assez désagréable qui est très étrange en France. En général, les dirigeants d'un pays sont plutôt fiers de leurs artistes, etc. En France, c'est pas du tout le cas. Par exemple, au Japon, un compositeur japonais va être mis en avant par l'État, quelles que soient ses positions politiques. Ils vont au-delà de ça, parce que ça représente le pays, etc. En France, il n'y a pas du tout cette notion-là. Non seulement, comme je l'ai dit, un artiste français qui soit musicien ou peintre ou autre, on ne s'intéressera à lui, encore une fois, que s'il a eu quelque chose à l'étranger, que s'il a eu des articles ou fait quelque chose dans un pays étranger, il n'y a pas de curiosité envers ces artistes, et c'est pas nouveau. Enfin, Berlioz a été complètement incompris pendant plus de 100 ans, Éric Satie est mort dans la misère, il y a énormément de compositeurs français qui n'ont jamais été joués de leur vivant dans leur pays, et la plupart, Henri Dutilleux, que je connaissais bien, qui est un formidable compositeur, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, s'il n'avait pas eu Seiji Ozawa, qui est un grand chef japonais, et Koussevitzky, qui est un chef russe, pour jouer ses œuvres, en 50 ans, personne n'avait joué ses œuvres, et c'est un de nos plus grands compositeurs. C'est hallucinant, hallucinant. C'est l'orchestre de Boston et un orchestre russe qui ont créé ces symphonies, alors qu'il a toujours vécu toute sa vie en plein Paris. Il devait, pour des questions financières, il souhaitait être prof d'écriture, de composition au Conservatoire de Paris. Pendant 30 ans, ils l'ont pas pris. C'est notre plus grand compositeur français. Hein. Pourquoi? Jalousie, comme d'habitude. Bon, et tout est comme ça. Et puis parce que c'était un vrai compositeur qui ne voulait pas prendre sa carte à tel ou tel parti ou passer son temps dans les cocktails. Il était très sympathique, c'était pas un type mondain. Donc il se contentait d'écrire des chefs-d'œuvre, tout le monde s'en foutait complètement. Il a fallu attendre qu'il ait plus de 80 ans pour se voir un peu honoré. Voilà. Et c'est comme ça. Et ça, c'est très français, effectivement. Alors, je ne saurais pas pourquoi à ce point-là, mais enfin, je pense que si. C'est simplement parce que depuis longtemps en France, le ministère de la Culture, sous quasiment tous les gouvernements, mais encore plus depuis 10 ans, est devenu un ministère de la propagande et qu'on se sert simplement de quelques artistes, c'est uniquement du copinage, et puis aussi ce qui peut servir, bien sûr, si... voilà, moi, je sais pas, j'aurais honte de me montrer en train de serrer la main de Manuel Valls, par exemple, chacun son truc, mais il y en a qui le font, etc. Bon, en privé, ils diront sans doute la même chose, mais c'est pas grave, il faut y aller. Il y a eu la gifle. Et, hein, il y a eu la gifle. Oui, il y a eu la gifle, voilà, j'espère qu'il va prendre la deuxième ce soir. Hein. Non, je rappelle... Alors après, la gifle, c'est la femme. Ça va passer, là, je rappelle, c'est pas une gifle physique dont je parle, mais comme on est dimanche et que le résultat des élections du deuxième tour, j'espère que Camon lui donnera une gifle, bien que j'ai rien à faire d'Amon du tout, mais si on peut se débarrasser de ça, ce sera toujours... voilà. Faut pas confondre avec le dieu Amon. Voilà, il pourra toujours aller à Tel Aviv, sa femme jouera du violon, et puis voilà. Et puis voilà, donc, mais tout est comme ça, effectivement, il y a une guerre des subventions, des conseils généraux, et tout est politisé. C'est pour ça que je reprends ce que je disais tout à l'heure sur Georges Prête. C'est hallucinant de voir la manière dont il a été traité, comme un des plus grands chefs d'orchestre de notre époque. Et il y a un type qui s'appelle Alain Lampèche, donc
voilà, socialiste, bon, je ne dirais pas plus, qui a écrit dans Le Monde pendant des années. Georges Prête venait juste de mourir, hein, je veux dire, il n'était pas encore froid, qu'il lui a craché à la figure en écrivant, de toute façon, c'était pas un bon chef, il était vulgaire, il ne savait pas diriger, enfin bon, il n'a que le talent que les musiciens voulaient bien lui donner. Donc voilà, comme hommage funèbre, pourquoi? Parce que Georges Prête était connu pour être un ami de Jean-Marie Le Pen, c'est tout. Voilà, bon, c'est juste ça. Et c'est comme ça tout le temps, donc voilà, il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe, et que ce soit à Libération, au Monde, et à peu près partout maintenant, ça se généralise. De toute façon, on sait bien que les journaux ne se vendent plus, et les journalistes, comme dit Alain très justement, c'est soit des putes, soit des chômeurs. Ça peut même maintenant être parfois les deux, mais cela dit... Moi je parlais de folliculaire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, on voit que c'est complètement corrompu, ça c'est très clair. Alors il y a uniquement, donc voilà, vous avez d'un côté le pouvoir de l'État, enfin du système étatique sur les subventions, et puis de l'autre côté, vous avez quelques milliardaires plus ou moins à moitié fous, qui tiennent des choses, qui sont propriétaires de grandes salles, qui passent un coup de téléphone et immédiatement tous leurs desiderata sont faits, parce que de toute façon c'est eux qui financent les campagnes de nos hommes politiques, donc évidemment ils ne le font pas pour rien, hein, c'est clair. Ils le font pour une idéologie bien précise, bon, de la même manière que Pierre Berger, que je sais bien, avait financé Ségolène Royal, ça avait raté, mais il a financé Hollande. Bon, c'est pour ça qu'on a eu le mariage gay et qu'ils essaient de nous fourguer la GPA. Bon, tout est toujours lié. Donc évidemment, tant qu'en France on n'aura pas interdit des subventions de ce genre, on n'en sortira pas, parce qu'évidemment... un milliardaire ne va pas donner de l'argent à un candidat sans le tenir, sans en attendre quelque chose qui n'est pas forcément ce pourquoi le peuple va l'élire. Et donc la musique, quand même, le rapport de la musique classique et de l'argent, enfin c'est valable aussi pour la peinture, mais dans la musique c'est encore autre chose, parce qu'on peut toujours peindre un tableau soi-même, on peut aussi composer une sonate soi-même, mais je veux dire, le fait de passer par les grandes phalanges orchestrales, tout ça est complètement contrôlé et par le gouvernement d'un côté, et par quelques milliardaires de l'autre. Et ça s'arrête là. Donc si vous n'êtes pas dans leur bon papier, si vous ne montrez pas patte blanche, parfois il faut faire plus que ça. vous créez vos œuvres à l'étranger, comme je le fais. On peut parler d'une collusion entre le négoce de l'art, entre les artistes subventionnés, mais aussi le monde politique et médiatique, pour soutenir cette maladie de la nouveauté à tout prix. Et ce qui permet justement à l'art contemporain de s'imposer par la force, en dépit de la niaiserie, de la stupidité parfois, et de l'infantilisme qu'on peut observer dans un certain nombre d'œuvres produites. D'ailleurs, je crois que, en son temps, Baudelaire disait la chose suivante: la religion du progrès, c'est le paganisme des imbéciles. Ah oui, c'est intéressant. D'ailleurs, un de nos anciens ministres, hein, c'est Payon, avait dit que la franc-maçonnerie serait la religion du XXIe siècle. C'est quand même, il devrait interroger pas mal de personnes, puisque en général on nous vend la franc-maçonnerie comme justement quelque chose de très laïque. Et là maintenant, on nous montre bien que oui, effectivement, c'est une religion. C'est une religion. Alors ça, il faudra demander à Payon quel autre nom il pourrait lui donner, mais enfin c'est lui-même qui parle de la création de cette nouvelle religion. Et ce qu'on se disait tout à l'heure avant le débat, c'est que le grand maître de la Grande Loge de France vient de décorer Madame Vallaud-Belkacem, haute distinction maçonnique, sans doute pour le merveilleux travail qu'elle a fait en abêtissant tous nos enfants, sa réforme de l'orthographe, la théorie du genre et tout le reste. Donc voilà où on en est, et effectivement j'ai appris qu'il y avait une véritable propagande qui était en train de se faire même dans les lycées pour essayer de ramener des jeunes dans la franc-maçonnerie, ce qui est complètement contre l'idée même de ce que c'est censé être. Donc on voit bien que, voilà, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. On pourrait même dire qu'il y a un refus de jouissance visuelle chez certains de nos contemporains. Je pense que c'est un nouveau chapitre à écrire de la sensibilité moderne. On peut observer dans un certain nombre de productions, au niveau des couleurs désaccordées, stridentes, des compositions désarticulées, des formes dilacérées, confusion pittoresque. Voilà, je pense que ce sont les
les derniers traits qui ont été écrits par l'art contemporain, enfin depuis à peu près une bonne quarantaine d'années. Alors moi, ce qui pose question, ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes une des plus vieilles nations. Là, je vous rappelais que la culture, c'est un héritage, c'est un ensemble de valeurs qui permet à l'homme de vivre en harmonie dans la civilisation, lui permettant de développer ses différents goûts artistiques, son intelligence et ses différents modes de vie. Y a-t-il une fronde contre la France depuis l'éternité? Pourtant, cette France glorieuse, là je vous parle d'avant 1789, hein, je crois que vous l'avez bien compris, c'est vrai que l'art a toujours été une arme politique. Si on remonte dans l'histoire, à la Renaissance, je pense à la famille des Médicis, ou à Jules II, à l'époque du grand Michel-Ange. Ce sont des gens qui finançaient des artistes, c'était des mécènes de l'époque. Alors c'est vrai qu'ils étaient chargés de représenter le côté, la puissance de la royauté de l'Église, mais ils savaient s'entourer des plus grands. À l'heure actuelle, nos politiques savent s'entourer des plus médiocres. Et j'ai une petite anecdote qui me vient à l'esprit. Je pense que vous avez tous entendu parler du Titien et de Charles Quint, le grand Charles Quint, ce roi puissant. Un jour, ce grand roi rentre dans l'atelier de Titien, le surprend en train de travailler, et Titien, bien sûr, impressionné par l'entrée de ce roi, laisse tomber un pinceau. Et le grand Charles Quint se précipite, s'incline, ramasse le pinceau et dit la chose suivante: des rois comme moi, il y en aura d'autres. Vous êtes uniques. Je vois mal nos hommes politiques à l'heure actuelle avoir autant d'humilité. Ne parlons pas de la puissance d'un Charles Quint, c'est même pas la peine, ils en sont loin. Je pense à tous ces grands rois, je pense à François Ier, qui fut certainement un des premiers rois de France à collectionner les œuvres d'art. C'est vrai, et d'ailleurs, même on peut citer aussi l'exemple du monde ottoman. Oui. Les sultans ottomans parlaient tous une dizaine de langues, savaient tous composer. Alors, c'était pas tous des Beethoven, etc., mais savaient tous composer la musique, composaient tous des œuvres, etc. Enfin, avaient une culture extraordinaire et s'entouraient de ce qu'il y avait de mieux en tant que savants, que musiciens, qu'artistes, que poètes, etc. Et avaient effectivement, de la même manière, un grand respect pour l'art. Et c'est là qu'on se demande quand est-ce que ça a foiré tout ça. Et puis, ces grandes civilisations, en tournant des grandes civilisations judéo-chrétiennes, musulmanes, où on voit cet apport musical, je pense à la musique arabo-espagnole, là-dessus, que je trouve admirable. Bien sûr, les cultures ont toujours été sous tension, il y a toujours eu des guerres, malheureusement, des guerres larvées. Grâce à l'art, grâce à la puissance de certains artistes, il y a eu une influence sur les décisions de l'époque, sur nos rois de France. Alors, je pense à Louis XIV, mais je pense surtout à nos grands jardiniers, je pense à nos nôtres, je pense à tous ces grands architectes qui ont élaboré des lieux magnifiques. Non pas la gloire de l'homme, mais la gloire du Créateur. Je pense que l'esprit qui a présidé à la création de l'univers nous donne un aspect sublime de l'univers. Et que la faible voix de l'artiste, suscitant bien sûr le mépris des oligarques plutocratiques, tend par son œuvre d'apporter son humble inspiration. Et c'est vrai que c'est un combat très difficile. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est très très difficile parce que, comme tu le disais, Stéphane, quand on ne fait pas partie de l'élite du système, c'est pas le talent qui compte. C'est surtout l'art de s'incliner, l'art de ramper, l'art de lécher. Et ça, il y a des experts dans notre pays. Oh oui. Bien. Lors de ma prise de parole, j'ai précisé que j'avais été émerveillé par les 4 saisons du Vivaldi. C'est vrai qu'à l'époque, dans mon milieu, c'est plutôt Sheila, Dalida, les Beatles, etc. C'était pas trop ma tasse de thé. Bon, j'ai rien contre, hein, personnellement, il en faut pour tous les goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Mais je n'explique pas pourquoi cette révélation. Sommes-nous des êtres uniquement hédonistes, nous pensons qu'à la jouissance? Moi, je ne crois pas. Est-ce que ce que nous sommes dans cet univers, est-ce le hasard? Je ne le crois pas. Il y a une donnée puissante qui nous échappe, qui n'est peut-être pas accessible à l'esprit humain.
Et Stéphane, à travers sa spécialité, la musique, moi, le dessin, la peinture, on veut s'y démontrer une chose. S'il y a des problèmes économiques dans notre pays, s'il y a des gens surendettés, s'il y a des personnes qui ne sont même plus capables de pouvoir se chauffer avec leurs enfants, s'il y a dans les pays des gens qui crèvent de faim, c'est parce qu'il y a bien un problème culturel à la base. On a tout fait pour organiser à la fois la déculturation et la culturation de notre nation, pour faire du peuple français un peuple de moutons, à la solde de la finance et du pouvoir absolu qui s'impose à nous dès le cubisme. Car je considère que le cubisme est destiné à enfermer l'esprit de l'homme dans une logique close des mathématiques. Nous sommes victimes d'une linguistique mathématique et géométrique. Notre société est victime justement de cette influence qui a été traduite dans l'art le plus abstrait. Ça commence dès les années 1907 à l'école de Cézanne. Et justement, cette puissance du nominalisme face à la raison, face à la vérité, s'impose avec violence et se traduit dans le cubisme. Et le cubisme entend appliquer à la réalité des éléments, de la pensée intellectuelle, des choses, en les enfermant dans des formes purement géométriques. Je crois que l'art moderne a provoqué une vraie schizophrénie dans l'esprit de l'homme du XXe et XXIe siècle, et tous ceux qui pensent que notre époque, que l'art est une donnée séparée de notre époque et de la vie, ne peuvent s'apercevoir de cette confusion qui est entretenue. Je pense qu'on peut faire un parallèle entre ce que tu dis et le dodécaphonisme en musique, c'est-à-dire d'un système qui, en fait, en gros, n'apporte rien en termes de liberté et qui nuit vraiment à l'imagination et aux possibilités, c'est-à-dire c'est un système qui, bon, pour faire court, qui vous oblige à utiliser les sons de la gamme, do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, sol, sol dièse, la, si bémol, si bécard, voilà, ces sons doivent être utilisés soit horizontalement, soit verticalement, au complet, avant de pouvoir être réutilisés. Enfin bon, je ne sais pas si j'ai été clair, je pense voilà, ça c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Donc c'est Schoenberg, l'école de Vienne, etc. a fait ça. Bon, Berg, un grand compositeur, a brûlé un grand nombre de ses partitions parce qu'il était rentré un peu dans cette secte. Schoenberg l'avait fait rentrer là-dedans. Donc c'est un compositeur génial. Et heureusement, d'ailleurs, je crois que sa femme, enfin je crois pas, je sais que sa femme en a mis quelques-unes de côté, ses mélodies, qu'il était rentré là-dedans et donc il allait détruire une grande partie de son œuvre. Et puis finalement, Schoenberg s'est enfoncé là-dedans, il a cru aussi des choses superbes, mais il s'est enfoncé dans ce espèce de système quand même assez aberrant, et il a fini sa vie, ce que peu de gens savent, en écrivant de la musique hollywoodienne. Donc je veux dire, il en est sorti en comprenant que c'était un showstrap, mais malheureusement il y a eu beaucoup de compositeurs qui sont enfoncés dans ce truc-là, qui n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'un système a un intérêt quand il apporte un plus, ou en termes de liberté, ou en termes de quelque chose, mais là c'est simplement un carcan que vous mettez vous-même, qui vous empêche de produire les sons comme vous les voyez, c'est une espèce de règle mathématique que vous vous imposez, voilà. Et je crois que c'est un petit peu ce qui se passait aussi dans la peinture, avec ce que tu disais tout à l'heure, une espèce de carcan dont on ne sort pas, et puis alors surtout, vous imposez un style, c'est presque quelque chose de masochiste au fond. Parce qu'il y a des milliers de systèmes qui fonctionnent très bien. D'abord, on n'est pas obligé de choisir un système, mais vous avez, ça peut être tonal, ça peut être atonal, ça peut être modal. Mais le dodécaphonisme, c'est vraiment un système extrêmement réducteur. Et à une certaine époque, effectivement, à partir du lancement de l'école de Vienne, c'était tout le monde se devait d'écrire comme ça, et il n'y avait pas beaucoup de compositeurs qui osaient y échapper. Heureusement, il y en a eu quand même. Mais c'est vrai que de tous les compositeurs qui ont utilisé ce système, bon, on préfère quand même, on est nombreux à préférer ce qu'ils ont écrit hors du système que dans le système. Bon, il semble qu'aujourd'hui ça change un petit peu, il y a un retour, c'est toujours pareil, hein, quand on va trop loin dans un sens, maintenant il y a une espèce de néoclassicisme, des gens qui écrivent un peu comme Mozart, tonique dominante,
dominante tonique, bon, et donc voilà, en tout cas ça se libère un peu. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est quand même intéressant de voir que l'abêtissement dont tu parlais tout à l'heure, qui est vraiment programmé quand même par nos élites, entre guillemets, à dessein, je veux dire, a réussi, enfin, je veux dire, on dit qu'on est en démocratie, moi je ne crois pas du tout, j'appelle pas ça une démocratie, c'est une dictature, voilà, une dictature, on le voit dès qu'on sort voilà, on n'est plus dans l'eau des moutons, alors là on sent tout de suite qu'on n'est pas en démocratie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aucune dictature réelle, hein, même les soviets, etc., même Staline, n'a réussi à rendre les gens aussi débiles qu'ils ne le sont maintenant. C'est ce que disait, bon, je ne suis pas un fan de Donfray, mais là il a raison, il dit, mais aucune dictature n'est parvenue à ça, parce que même justement au pire temps de Staline, les choses les plus terribles, il y a toujours dans les arts justement des grands écrivains ou des grands lycéens qui vont chercher peut-être au fond de cette souffrance, etc., mais qui créent des choses fantastiques. Là on est en train d'abêtir tout un peuple depuis qu'effectivement les élites, au lieu de s'entourer, enfin déjà les élites sont nulles, et au lieu de s'entourer de gens brillants pour mettre le pays en valeur, ils ont malheureusement bien compris que c'était plus facile de rendre les gens de plus en plus stupides avec la télé-réalité, avec des chansons débiles, avec bon, voilà. Et ça fonctionne très bien. Donc aucune dictature a réussi à détruire un peuple comme on est en train de l'être. Et à vitesse grand V. Et à vitesse grand V. Et puis bon, le peuple français, malheureusement est victime. Alors c'est que la France a toujours été visée à travers l'histoire. C'est assez curieux. Bon, c'est vrai que ça a été une grande nation, hein, c'était un des phares de l'Europe, tout simplement parce qu'ils ont su préserver, faire la transition entre cet apport gréco-romain. Il faut peut-être remonter très très loin pour comprendre un petit peu la situation que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça qu'à l'école, on veut supprimer l'histoire, tout simplement. Il y a une chronologie, vous savez, dans l'évolution de l'humanité. Et quand on coupe une tranche de cette évolution, eh bien, il ne faut pas s'attendre à avoir une population éclairée par la connaissance. Ça va très vite après. La chute est brutale. Je pense que ce peuple français est destiné à disparaître très rapidement. Si nous ne prenons pas garde par rapport à ce que nous observons, et là, j'en appelle à vos ressources. Nous sommes tous concernés. Nous avons tous une part de responsabilité dans la situation que nous sommes en train de vivre. N'oubliez pas que nous sommes dans une société extrêmement violente, qui va très vite. Les choses progressent rapidement. Je pense à la technologie, la science, qui pour moi font penser par moments que la technologie et la science ont fait reculer aux confins de l'univers la pensée humaine. L'ignorance, les superstitions, les différents mythes, cependant, sont le fait du plus grand nombre. L'argent, avec ses dérives infâmes et corrompus, qui plongent notre pays, notre nation, dans une souffrance inégalée. Je crois qu'il nous faut un électrochoc. Il faut nous réveiller de cette torpeur létale qui nous plonge dans une forme d'égocentrisme où le confort nous amène tout doucement vers cette société de jouissance, de paradis artificiel qui sublime nos sens et non plus notre esprit. Il est vrai que tant que nous ne sommes pas, et en tant qu'artiste je suis davantage, tant que nous ne sommes pas concernés par ces problèmes, ces difficultés, on ne se soucie guère des autres. Qu'est-ce qu'il nous faut? Boire la coupe jusqu'à la lie et descendu aussi bas, nous allons devoir remonter à la surface pour créer une société plus humaine et moins affairiste. Ce qui plombe notre pays, c'est justement ce pouvoir absolu et occulte de l'argent. C'est vrai que je n'ai pas d'idéologie politique, j'appartiens à aucun parti politique, à aucune association des droits de l'homme, ou des droits des hommes, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis un homme libre. Enfin, jusqu'à quand, je ne sais pas. Peut-être que je suis en train de signer mon arrêt de mort. Mais en tout cas, moi, ce que je veux faire passer comme message, c'est que il ne faut ni être pessimiste, ni optimiste. Il faut être réaliste. Il faut voir les choses en face. Et j'en appelle à votre volonté, à votre courage. Nous pouvons changer les choses, je l'espère. C'est à vous, auprès de vos enfants, peut-être de vos petits-enfants, de traduire cet échange que nous avons en ce moment pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Il est bien beau de prendre la parole, il est bien beau d'attirer les foules,
Mais il faut que ça se transforme, j'allais dire, en but. Et ce but, c'est la sauvegarde de notre pays. Donc arrêtons de nous voiler la face. Il va falloir preuve d'un grand courage, faire preuve d'abnégation. Et si nous sommes capables d'aller dans cette direction, nous pourrons peut-être sauver ce pays. Peut-être. Ce n'est pas si sûr. C'est pour ça que Stéphane, bon, justement, en abordant ces problèmes un peu techniques au niveau musique, on a la même chose en peinture. Ce qui est extraordinaire, c'est que pour moi, lorsque je peins, j'entends de la musique. Quand j'écoute de la musique, je vois des couleurs. Voilà. Et le jour où on comprendra que tout repose sur un point de départ, sur une tradition qui s'est déroulée dans des temps immémoriaux, où il y a eu réellement une révélation pour l'humanité. Et cette révélation, elle s'est faite par les couleurs, par les sons. N'oubliez jamais qu'avant de découvrir ces mélodies, ou d'y voir de belles couleurs, ce sont des longueurs d'onde. Évidemment. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on parle à un aveugle, très souvent, ils vont te dire que lorsqu'ils écoutent de la musique, ils voient vraiment des couleurs. Exactement. Qui correspondent aux notes. Un Do va leur suggérer une couleur, etc. Un Do dièse, un Ré. Bon, et ça c'est intéressant. Il y avait donc, je l'ai dit, un compositeur, Alexandre Scriabine, un compositeur absolument génial, qui n'est pas aussi connu qu'il le devrait, enfin qui est connu dans les milieux de musiciens évidemment, contemporains de Rachmaninoff, et qui a beaucoup travaillé là-dessus. Bon, il était très intéressé par l'ésotérisme, mais dans le bon sens du terme, hein, par Blavatsky par exemple. Bon. Et il voulait écrire une symphonie, enfin ça devait s'appeler l'univers, hein, modestement. Bon. Et avec les couleurs, donc évidemment les sons, mais en faisant participer les sens. Et bon, il est mort malheureusement avant d'avoir pu le terminer. Mais il y a eu des études là-dessus, des expériences sur les rapports entre les notes, les couleurs, effectivement les ondes, les vibrations. Bon, c'est très intéressant, je pense que ça doit être... il faut pousser ça. Enfin, quand on voit déjà le nombre de musiciens qui ont été inspirés par des peintres, et l'inverse, c'est presque sans fin. Et puis sinon, quand on disait que la musique, les arts étaient toujours, même si on ne s'en rend pas forcément compte politique, c'est vrai, dans la musique, on a eu finalement Beethoven, quand il écrit le concerto L'Empereur, c'est-à-dire qu'au départ, il admire Napoléon, puis ensuite plus du tout, hein, mais au départ, il admire Napoléon, il écrit ce concerto-là. On a Prokofiev plus tard qui écrit les sonates de guerre en pleine, voilà, pendant Staline. On a énormément d'artistes qui vont, voilà. Ça aussi, monsieur. Liszt qui a écrit une pièce qui s'appelle Lyon, c'était à l'époque pour soutenir les ouvriers de Lyon qui étaient exploités. Enfin, il y a toujours eu des mouvements comme ça, politiques au sens noble du terme, hein, pas d'adhérer à un parti ou quoi, mais de se sentir concerné par la vie publique. C'est ça le côté intéressant, c'est pas le truc genre ah on est artiste donc on est politisé, non c'est pas ça, mais il y avait toujours eu quand même un engagement des compositeurs ou des peintres par rapport ou à une cause sociale ou parfois justement de croyances catholiques ou autres, enfin un rapport avec Dieu, un rapport avec le monde, un rapport avec le peuple, voilà, de transcendant qui est en train un peu de disparaître, puisque de toute façon aujourd'hui un artiste qui dit qu'il croit en Dieu, déjà c'est assez terrible. Oui, Forest va lui tomber dessus. Voilà, c'est la croix à l'envers. Pétain, ça va être bientôt extrême droite, nazi, Pétain, Vichy, machin, etc. Voilà. C'est comme ça, on en est là. Donc, nous sommes victimes de notre succès, peut-être. Et puis on voit qu'effectivement, maintenant, c'est, comme elle le dit, celle-là, c'est plus un droit, c'est un devoir de blasphème. Voilà. Donc, effectivement, tout ce qui est sacré. Alors, comment voulez-vous, Liszt qui a écrit, par exemple, la bénédiction de Dieu dans la solitude, enfin, les harmonies poétiques et religieuses, vous jouez ça aujourd'hui pour ces gens-là, ils vont vous dire vous êtes un dangereux catholique intégriste. Enfin,
on en est là. Donc, les étiquettes sont... Alors pour se faire bien voir, c'est là quand je dis de toute façon l'artiste est forcément politique, soit il est comme nous et puis il va faire un bras d'honneur et puis dire ce qu'il a envie de dire, ou il est politique quand même en collaborant avec ces gens-là parce qu'il sera obligé dans ce cas-là d'aller dans ce sens-là pour se faire bien voir, de dire bon voilà les gens qui croient en Dieu sont des crétins, la religion c'est ceci, cela, machin, et il sera obligé d'en rajouter toujours plus pour attirer l'attention de ces gens-là qui, bon, s'il s'y prend bien et s'il en rajoute tous les jours, on dit bon bah celui-là, allez, on peut y aller, ça correspond à ce qu'on attend comme projet de société. Alors le top, c'est de cracher sur Dieu, puis ensuite, si possible, de changer de sexe aussi une ou deux fois. Ça, on est sûr, là, tout de suite, ça marche. Ou alors la femme à barbe, oui, la vérité dans l'unité. Ou le type avec des seins. Enfin, ça c'est bien. Ça, tout de suite, Belkacem, machin, tout ça, ils prennent. Hein, le vagin de la reine, le château de Versailles. Ils ont oublié le phallus, par contre. Ils ont dû mettre le phallus de Louis XVI, parce qu'il manquait un élément quand même complet. Parce que la putain de la monarchie, bon, il fallait aussi rajouter ce qui est l'emblème du vagin. Enfin, c'est curieux ces gens-là, comme ils manquent toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Il faut pas que c'est très artificiel. Ils vont réparer ça. Alors pour en revenir, oui, pardon. Ce que vous disiez par rapport au poilu tout à l'heure, et moi ce qui m'a vraiment choqué, bon, ayant l'âge encore pour avoir fait mon service militaire à Verdun, et ayant des amis poilus, Black M à Verdun, ça m'a vraiment choqué, quoi. Je veux dire, comment détruire, bien sûr, parce que en fait, ce qui fait artistiquement, bon, moi je suis pas fan, mais je ne vois pas le rapport entre cette personne-là et les poilus. Ça avait été décidé, ça par le mari de Ramayad. Alors, je ne ferai pas de commentaire, mais allez rechercher qui est le mari de Ramayad, peut-être vous comprendrez un petit peu d'où tout ça peut venir. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une humiliation de la France ou cracher sur les valeurs françaises, etc., ça vient quand même toujours de quelque part. Donc je vous encourage à aller voir qui est le... On se sert de l'art, en fin de compte, on se sert de l'art pour jeter l'opprobre sur le peuple français, pour mépriser le peuple français. Il y a comme une revanche qui traîne dans l'air depuis un certain temps. On se demande ce qu'a fait ce peuple français, c'est soi-disant un des peuples les moins racistes, un des peuples des droits de l'homme, et on tire à boulet rouge dessus. Il faudra qu'on m'explique un petit peu ce qu'il en retourne. Pour en revenir... Je te dirai après. Ouais. Ce qu'il en retourne... Alors, par rapport à l'école, bon, moi, je vous avais précisé au départ, j'avais fait pas mal d'interventions en milieu scolaire, ça me coûtait très cher. Ce qui était assez curieux, c'est que quand les enfants venaient en cours, j'avais des enfants de niveau CP jusqu'au lycée, et souvent les enfants me disaient, mais vous savez, monsieur, enfin les collégiens, vous savez, en art plastique, c'est l'heure du chahut. Mais en musique, pareil. Je dis, ah bon, pourquoi vous chahutez? Oh, les profs, ils pleurent en cours, beaucoup prennent des antidépresseurs. Alors, bon, moi, je voulais pas prendre parti, hein, parce qu'il faut se méfier aussi de ce que racontent les enfants à travers les parents. Je n'avais pas pour habitude, aveuglement, d'entasser les enseignants. Mais ça revenait régulièrement, donc j'ai creusé un petit peu pour savoir ce que ça voulait dire. Savez-vous, par exemple, que dans le programme en art plastique, on doit enseigner la laideur et non pas la beauté? Pourquoi la laideur? Parce que vous savez qu'on vend beaucoup de jeux vidéo, avec des jeux de massacre, sans les monstruosités. Bien, tout est combiné autour d'un système. Et vous voyez, j'ai peur que la technologie à l'heure actuelle, je n'ai rien contre la technologie, absolument rien. Mais j'ai peur que ça soit un outil diabolique. Et que la relation qui est faite entre la création des jeux, l'enseignement des arts plastiques à l'école, le fait que des enseignants ne peuvent même plus faire face à leurs élèves, tellement ils se mettent à pleurer. On lit des magazines, et pendant ce temps-là, c'est le bazar. Personne ne dit rien. Encore moins les parents, parce qu'ils sont conscients qu'ils sont responsables. Puisqu'à force, depuis des générations, de ne pas avoir reçu d'éducation, ou une soi-disant éducation, voilà ce qui arrive 40 ans après. C'est la débâcle. C'est la catastrophe. Et croyez-moi, je crois que les Français n'ont pas pris la mesure de ce qui va arriver. Ils n'en ont pas pris la mesure. Et pour rebondir sur et je les plains de tout cœur. En musique, il vient de se passer un truc absolument ahurissant, qui est passé complètement inaperçu, mais ahurissant. Les cours d'instruments, alors de piano ou de violon, ou ce que vous voulez, les cours d'instruments dans les écoles de musique, hein, je ne parle pas du CNSM, ça, mais dans les écoles de musique, par un décret de mars, un de nos amis socialistes, les cours qui sont, par la force des choses,
privé, enfin c'est un maître et son élève, quand on travaille une sonate, ça a été annulé et on a à la place des cours collectifs. Je parle bien de travailler l'instrument. Comment voulez-vous donner des cours collectifs sur une sonate de Mozart ou sur un caprice de Paganini? C'est complètement aberrant. Voilà. Donc il vit une grande partie des profs, ils ferment ça. Bon, on interdit l'histoire et le latin, on empêche la transmission. On sait bien que l'instrument, on a besoin de... On ne peut pas faire ça avec 20 personnes. Enfin, c'est pas un cours de solfège, c'est complètement aberrant. On voulait vous montrer la position. Alors, vous avez 20 personnes quoi, qui vont jouer la même chose en même temps. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça a été fait, ça a l'air incroyable. Moi, quand c'est passé, j'ai des amis américains qui ont entendu parler de ça, ils ont cru que c'était une blague. Ils m'ont dit, attends, non, c'est pas une blague du tout, c'est comme ça. Ça n'existe nulle part au monde. Donc c'est vraiment un désir d'abêtissement généralisé, d'empêcher la transmission, d'empêcher quiconque de sortir des sentiers battus. Il faut être, ils trouveront sans doute quelque chose maintenant, même avant de sortir du ventre de sa mère, il faudra déjà avoir été manipulé. On est pris en main dès le jour de sa naissance, bientôt ce sera avant, et jusqu'au bout. Donc tout est fait pour que pas une tête ne sorte, et c'est la médiocrité qui l'emporte partout. Le système, même pour être professeur, j'ai des élèves qui ont gagné le concours international Long-Thibault, le concours Tchaïkovski. Ils n'arrivent même pas à enseigner comme assistant dans une école de musique. On prend n'importe quel abruti qui sait à peine lire 3 notes, parce que tout ça c'est pareil, des combines, les paperasseries, des concours dont souvent, et je le dis ici, beaucoup sont truqués, il y a des choses hallucinantes qui se passent. Il faut l'examen qui consiste à avoir ce qu'on appelle son CA, pour le certificat d'aptitude. Vous avez parfois, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais vous avez souvent, donc normalement un jury est censé être invité, bon apparemment c'est très mal payé, donc la plupart du temps ils ne viennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'annulent pas le concours, ils vont chercher dans les mairies une secrétaire, un adjoint au maire qui s'emmerde dans son bureau, etc. Des gens qui ne savent pas lire la musique et qui se pointent pour ne pas annuler le concours et qui font défiler les pianistes qui ont travaillé pendant 20 ans, etc. Et qui ne savent même pas lire une partition. C'est déjà arrivé, on en a la preuve, et ça arrive régulièrement. C'est au-delà du scandale, ça dépasse tout. C'est comme si moi qui n'ai pas mon permis de conduire, je faisais passer le permis. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et donc voilà comment ça se passe. Donc tout est à l'envers, et c'est fait exprès, et tout est fait pour pénaliser le plus possible les gens qui sont le plus doués. Et on le voit, j'ai eu des élèves qui m'ont raconté leur expérience bon, au Conservatoire de Paris, par exemple. Ils avaient travaillé, ils avaient gagné un concours, etc. On leur dit, écoute, hein, toi, c'est pas parce que tu as gagné ça, de toute façon, tu feras rien. Enfin, c'est hallucinant. Il faut vraiment voir ce qui se passe. Et on voit ça même se multiplier maintenant à peu près dans tous les concours de l'État concernant la musique. Il faut vraiment être ras des pâquerettes, etc. Dès que vous avez quelqu'un d'un peu plus doué, presque systématiquement, vous pouvez être sûr qu'il n'arrivera pas. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas du tout d'élitisme, même bien compris, pas d'élitisme snob, mais d'être, je veux dire, en rapport avec les qualités qu'on a, etc. Vous avez plein de jeunes qui jouent très très bien du piano, du violon, etc., qui ne pourront même pas être assistants dans une école, parce qu'ils n'ont pas le papier qu'il faut. C'est hallucinant. Et tout est fait pour compliquer chaque jour un peu plus le système, pour ne placer que des amis ou en tout cas des gens médiocres qui ne vont pas les déranger. D'où l'idée des sans-papiers. Qui vont accepter tout cet enseignement merdique qui consiste à avoir, au lieu de donner un cours à son élève et de lui transmettre quelque chose, d'avoir 25 personnes et de leur dire quoi d'abord. Enfin, c'est même pas possible. Je peux permettre une question? Oui, je vous en prie.